Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. C'est une situation qui inquiète les chefs d'établissement. De plus en plus de jeunes en bac pro arrêtent leurs études avant d'avoir obtenu leur diplôme et ce, pour travailler. On en parle dès le début de notre émission avec nos invités. On vous fera également découvrir Logic 10, une méthode pour apprendre la grammaire anglaise développée par un professeur d'anglais pour les élèves dyslexiques et multi-10. Elle sera notre invitée en deuxième partie d'émission. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le grand JT. Cette semaine, on leur a demandé de dire un petit mot à leur maman pour la fête des mères. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre question du jour. Alors, je vous disais dans le sommaire, c'est une situation qui inquiète les chefs d'établissement. De plus en plus de jeunes en bac pro arrêtent leurs études avant d'avoir obtenu leur diplôme et ce, pour travailler. Alors, pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Olivier Beaufrère. Vous êtes proviseur et secrétaire national du SNPDN UNSA, syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. J'ai tout dit bien ou pas? Parfait, bonsoir. Bonsoir. Et ravi aussi d'accueillir Pascal Vivier. Merci d'être avec nous. Tous les deux, Bonsoir. Vous êtes des habitués, mais c'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Je suis ravie. Secrétaire général du SNETA-FO, le syndicat des professeurs de lycées professionnels. Alors justement, votre collègue Laurence Collin du syndicat SNPDN racontait qu'elle avait encore reçu une lettre de démission la semaine dernière d'un élève qui préférait lâcher le lycée pour aller directement travailler. Est-ce que c'est un phénomène qu'on rencontre de plus en plus? Ah, c'est moi qui commence. Ah oui, Pascal. Merci. Ah oui, l'honneur. Pour commencer, permettez-moi juste de vous dire que je trouve bizarre que ce sujet arrive depuis 3 jours alors qu'on est en plein bac pro. Là, les élèves sont en train de passer le chef-d'œuvre en baccalauréat professionnel et que j'imagine très très mal qu'au moment des examens, nous ayons des hordes d'élèves qui nous quittent, attirés par l'emploi des entreprises. C'est le premier point. Alors, Deuxième j'en parle point, parce qu'il y a eu un article à ce sujet qui bien est sûr, sorti. bien sûr. Mais pourquoi? Et c'est la vraie question. Mais c'est vraiment ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est le sujet du moment? Est-ce que c'est un phénomène nouveau, massif, ou est-ce qu'on est en pleine communication politique? Je ne peux pas ne pas voir que le ministère du Travail s'appelle maintenant ministère du Travail et du plein emploi, que tout d'un coup, on ait des sujets qui nous montrent que tout irait bien à tel point que les entreprises viendraient nous voler les élèves. C'est pas le sujet réellement. Ou à l'inverse, que c'est dramatique la situation et qu'on a besoin justement à la fois de salariés, de main-d'œuvre et que finalement, le bac, ça n'a plus aucun intérêt. Donc finalement, autant les travailler. Non, parce que c'est la question qui se pose. J'y crois pas une once de seconde. Je n'y crois pas parce que dans ce pays, le diplôme est encore plus important que dans d'autres pays et on vous fait rappeler toujours à un moment de votre carrière que vous n'avez pas le diplôme requis, quand bien même vous avez tous les talents. Donc j'ai du mal à y croire. Alors, Deuxième point, oui, allez-y. Deuxième point, c'est qu'on a toujours des pressions à un moment donné liées au manque de salariés, d'employés, selon certains secteurs. Par exemple, une mobilisation sourde mais réelle due à la pandémie. On a 200 000 personnels de l'hôtellerie et de la restauration qui ont démissionné. Et il nous en manquait déjà 100 000. Donc il nous en manque 300 000. Qu'on nous dise qu'il y ait actuellement une pression pour essayer d'embaucher nos élèves, bien sûr, mais pas plus que d'habitude. Mais vous parlez de communication politique. Pourquoi une communication politique à ce sujet en ce moment? Pour nous préparer à un automne peut-être difficile, nous faire croire que le plein emploi, il est arrivé alors qu'il y a encore 3,5 millions de chômeurs, 6 à 7 millions de salariés précaires. En tout cas, j'entends cette petite musique. Si on était dans un pays anglophone, on nous parlerait de soft power, mais je sens que dans l'enseignement professionnel, c'est devenu le soft power du moment, mais je ne crois pas que ce soit le problème majeur pour les jeunes, ni pour les profs. Je dirais pourtant, même... vous n'êtes pas ni anti-vax, ni platiste, on est d'accord, Du tout, du tout. Je suis pas du tout complotiste. En revanche, je sais une chose, des chiffres vrais. C'est qu'entre 16 et 25 ans, nous avons actuellement 2 millions de jeunes entre 16 et 25 ans qui ont quitté l'école sans aucun diplôme. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Moi, ça, c'est une réalité. Le reste, le plein emploi, des hordes d'élèves qu'on viendrait nous voler, oui, on a des pressions. Oui, on l'a toujours connu. Peut-être un peu plus aujourd'hui dans certains secteurs, mais on l'a toujours vécu et je ne connais pas un seul
professeur, un seul chef d'établissement qui ne dirait pas à la veille du bac à un élève « passe ton bac d'abord ». Et je ne connais pas un chef d'entreprise qui ne pourrait pas le comprendre. Alors justement, on a un chef d'établissement avec nous, Olivier Beaufrère. Vous n'êtes pas que chef d'établissement, vous n'êtes pas que proviseur, vous êtes aussi secrétaire national du SNPTEN UNSA. J'adore toujours ces titres à rallonge énorme, syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Est-ce que vous partagez l'avis de Pascal Vivier? On a échangé bien sûr avant l'émission, en attendant. Ah non, vous ne me dites pas ça, je déteste ça. La certitude. Non, c'est ici que ça se passe. C'est pas avant. Ceux qui vous regardent, on se connaît. Eh oui, j'ai compris, mais ceux qui vous regardent ont besoin de comprendre justement ce dont vous avez parlé avant. Alors la certitude aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous avons des élèves qui ne se présentent pas au bac. Mais c'est peut-être un non-phénomène, effectivement. Ça a toujours existé, ça fait des années qu'effectivement, on perdait quelques élèves ou qui devenaient décrocheurs, qui ne voulaient plus y aller, ou qui tout simplement, effectivement, partaient vers l'emploi. Alors aujourd'hui, on a certainement des branches professionnelles qui recrutent peut-être beaucoup plus. Donc l'hôtellerie dont on parlait, évidemment. L'hôtellerie-restauration, le service à la personne, et puis certaines grandes spécialités dans le bâtiment aussi, où on a des vrais besoins. Alors nos élèves, c'est vrai que globalement, en 3 années de bac professionnel, ils ont fait un tiers du temps en entreprise, 22 semaines quand même de stage, c'est important, un tiers du temps sur des plateaux techniques dans les lycées. Donc effectivement, ce sont des jeunes qui sont employables, qui sont formés, donc on peut le comprendre finalement, mais qui ne sont pas certifiés. Oui, mais est-ce qu'on peut comprendre aussi leur démarche? Alors, c'est une question, je sais que vous allez hurler, mais c'est pas grave, j'y vais. Non, mais et évidemment, vous vous doutez bien que ma question, après, c'est à quoi sert le bac? La démarche des entreprises, alors franchement, on est très clair. Aujourd'hui, moi je ne connais aucun patron qui dirait à l'élève ne passe pas effectivement ta certification, ne passe pas ton bac. C'est une certitude. Maintenant, il faut. Non, mais entre le dire et le faire, peu importe. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, je suis élève aujourd'hui en première ou en terminale dans un lycée pro. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que si ça fait déjà 2 tiers de mon temps que j'ai passé dans une entreprise, est-ce que j'ai envie finalement d'y aller dans cette entreprise et gagner de l'argent, gagner ma vie? Parce que est-ce que finalement mon bac va me servir à quelque chose plus tard? Le bac servira à quelque chose plus tard. Pour poursuivre, pour aller vers un BTS, pour dans quelques années reprendre une autre formation, pour aussi être certifié, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines familles pour qui obtenir le bac, c'est important. C'est plus qu'un sésame, c'est un symbole. C'est plus important pour les parents ou pour les élèves? C'est important pour les familles. Donc je pense que les élèves, si on arrive effectivement à bien leur expliquer, à leur rappeler le pourquoi du comment, effectivement, les professeurs, les équipes de direction, les DDFPT, qu'on oublie, les directeurs des formations, c'est extrêmement important de continuer à accompagner nos élèves jusqu'au bout. Lâcher maintenant à quelques semaines de l'épreuve, ça n'a pas de sens. Mais ils ont conscience de ça, les élèves, ou pas? Ah oui. Oui. Et d'ailleurs, la vraie question, c'est quels élèves pourraient nous quitter à ce moment de l'année? J'allais y venir. Là, voilà. Les épreuves en lycée professionnel, c'est vrai pour le CAP, c'est vrai pour le bac pro, elles commencent. Et elles commencent toujours avant le baccalauréat général et technologique. Donc je ne vois pas un élève arrêter là, ou alors c'est l'élève qui est sûr de ne pas avoir son baccalauréat. Donc les élèves qui sont surtout concernés sont des élèves qui ont redoublé 1 à 2 fois dans leur scolarité, et ils sont de moins en moins nombreux puisque le redoublement depuis 20 ans a nettement diminué. Et ce sont des élèves qui ont du mal à se projeter, donc ce sont des élèves de seconde ou de première, et qui se disent « j'ai une proposition d'emploi, mais il me reste 1 an et demi, 2 ans à faire à l'école et j'en peux plus ». Ces élèves-là, la question peut se poser. Mais là aussi, il y a des solutions. Par exemple, je ne connais pas un employeur qui est prêt à mettre au minimum le SMIC plus les charges patronales, on est autour de 1 600, 1 700 euros, plutôt que de le prendre en apprenti, voire en prendre 2, alors qu'il y a des réels financements dus à l'État, jusqu'à 8 000 euros, plus les financements régionaux, vous pouvez aller jusqu'à 13 000, 14 000 euros. Donc, c'est l'intérêt de l'employeur, finalement. J'ai vraiment du mal à y croire, voilà. Oui, mal d'y croire, mais enfin, quand même, ça a fait l'objet d'un article, ça a fait l'objet de réalités qui ne sont pas nouvelles, vous le dites. Est-ce que ça prouve aussi l'inquiétude, alors qui peut-être n'est pas légitime, mais l'inquiétude des jeunes aujourd'hui à se dire c'est compliqué, j'ai du mal à me nourrir, on l'a vu avec la pandémie, j'ai du mal évidemment à me nourrir, à trouver un boulot, à avoir de l'argent, à me loger, surtout dans les grandes villes. Enfin, c'est une complexité, et aussi d'ailleurs dans les zones rurales, parce que c'est difficile de trouver aussi un emploi. C'est peut-être plus difficile dans les zones rurales parce qu'il y a la notion de déplacement. On a toujours eu des jeunes qui faisaient des petits boulots, qui travaillaient à côté. On a eu des périodes où on avait des jeunes qui ne venaient plus parce qu'ils travaillaient le soir, tard, dans différents services,
services de livraison de repas. Et effectivement, par exemple, le lendemain matin, difficile pour eux de se lever. Mais on a toujours réussi, je pense, à les raccrocher. J'échangeais hier soir avec une de mes collègues, justement, parce que le gros souci, tout le monde nous dit combien, les chiffres. On n'a pas de chiffres. Elle me disait, à peu près sur 150 élèves, j'en ai 8-9. Donc globalement, c'est pas important, c'est pas énorme comme chiffre. Alors pour vous, certes, dans l'article en question, qui est sorti, on va me le rappeler en régie parce que j'ai une sorte d'oubli, mais qui est sorti donc hier ou avant-hier, dans le magazine, c'était quel c'était sur France Inter, voilà, merci la régie, comme quoi merci l'équipe, voilà, sur France Inter, dans cet article-là, au contraire, on s'en inquiétait. Vous disiez que le chiffre était très impressionnant. Alors, peut-être qu'on ne l'avait jamais relayé. Maintenant, effectivement, c'est trop. Ce nombre d'élèves qui ne vont pas jusqu'au bac, c'est trop. Mais on a toujours travaillé, on a toujours fait ce qu'il fallait pour raccrocher, faire que ces élèves ne partent pas. Donc globalement, je pense qu'on est quand même sur un phénomène, je dirais pas à la marge parce qu'on le prend en compte, mais un phénomène qui quand même n'a pas l'importance qu'on lui donne actuellement. On a quand même un très grand nombre d'élèves qui vont jusqu'au bout, qui réussissent, qui sont certifiés. On a des éléments quand même de sortie derrière de jeunes qui sont quand même face à l'emploi très très rapidement. Et là, il est très clair qu'avec les demandes très fortes que nous avons, nos jeunes qui vont sortir, certains vont peut-être même pas attendre les résultats du bac et vont aller déjà travailler, avoir un emploi, avoir des CDD, avoir peut-être un contrat estival pour certains. Et je pense que très vite, ils trouveront eux de l'emploi. Tous ceux qui vont avoir suivi le cursus et qui sont effectivement formés et certifiés. Alors, ce bac-là dont je parlais, effectivement, le bac sert effectivement si les élèves, les étudiants ont envie, par exemple, de reprendre leurs études plus tard ou peut-être de changer complètement de voie. Pour ceux qui sont engagés tout de suite dans des filières où il manque du personnel, est-ce que réellement ils auront besoin de ce bac ? Quel va être l'intérêt de ce bac ? Moi, j'en suis convaincu. Ça permet une chose, c'est de ne pas avoir seulement une technologie de l'entreprise, mais toutes les technologies liées au métier. Et donc, le salarié être adaptable dans l'entreprise, mais aussi dans les autres entreprises. Puis je vous dis... Je parle du diplôme en question, je ne parle pas des années. Vous parliez du diplôme et vous aviez dit avant, il y a eu les articles, donc c'est la réalité. La réalité, c'est quand on s'y cogne, disait Lacan. Moi, je ne m'y cogne pas. Et nous sommes présents dans 1200 établissements scolaires professionnels, et ce n'est pas une réalité qui sort aujourd'hui. C'est pour ça que je vous posais la question de pourquoi ce thème, en ce moment, à la veille de nos diplômes où nous sommes en train de les passer. Donc j'ai du mal à y croire. Après que le phénomène existe depuis 10 ou 20 ans, là où il manque sérieusement des employés, des salariés, c'est vrai. On sait que dans l'hôtellerie-restauration, ce sont 300 000 employés et salariés. Dans les chantiers navals, c'est 150 000. Dans le bâtiment, on est à plus de 300 000. Donc la vraie question, c'est comment on apporte des ouvriers, des employés qualifiés dans ce pays, comment on réindustrialise aussi ce pays et qu'on aide les entreprises pour, et comment avoir les salariés adaptés. La difficulté, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas adaptés. Donc oui, s'ils ont un début de formation en seconde, en première, ils peuvent être attirés. Mais je vous assure que tous les jours, les enseignants comme les chefs d'établissement vont faire en sorte de garder ces élèves, de leur proposer une autre façon d'accéder au diplôme. En France, le diplôme, je vous assure, il est encore plus important qu'ailleurs. Et les jeunes ne sont pas fous. Ils veulent aller de plus en plus loin, y compris les jeunes de l'enseignement professionnel. On voit la pression qu'on a. Nos jeunes de lycée professionnel, quand le bac pro il est né, ils savaient que l'objectif, c'était l'insertion immédiate à l'emploi. Ce n'est plus l'objectif premier de nos élèves en lycée professionnel, c'est d'accéder au bac plus 2, au BTS, voire à la licence pro. C'est-à-dire qu'ils se projettent. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Ça, c'est fantastique, cette évolution quand même, parce qu'on s'est inquiété pendant très longtemps, justement, de l'image des lycées professionnels. Vous voulez réagir ? N'oublions pas non plus, tout à l'heure, j'ai parlé d'un tiers, il y a un troisième tiers que je n'ai pas utilisé, c'est l'enseignement général. Et n'oublions pas non plus que dans le bac professionnel, il y a quand même une partie importante d'enseignement général qui permet à nos élèves d'obtenir le bac, et le bac peut permettent aussi de se présenter à certaines formations. On a beaucoup de jeunes qui, par exemple, veulent passer des diplômes sportifs, ils ont besoin d'un bac. Et puis derrière, effectivement, poursuite d'études. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que nos élèves vont quand même passer le bac, vont l'obtenir, je pense, avec de belles réussites, et pourront poursuivre après, effectivement, dans l'enseignement supérieur ou dans les lycées qui vont mener des BTS, des formations.
Alors, en réaction à la crise sanitaire, Emmanuel Macron a mis en place un dispositif, un jeune, une solution, pour favoriser les recrutements des jeunes entreprises. Et ça concerne qui exactement et qui peut en bénéficier? Pascal? Ah si, je vous vois les yeux. Alors, vous avez raison de bien m'observer, de voir mes yeux à ce point-là. Vous savez, avant, on appelait ça des emplois aidés. Et les emplois aidés, ils sont continués jusqu'en décembre. Donc là aussi, on a besoin de montrer que pour certaines catégories, certaines populations, il faut les aider pour accéder à l'emploi. Donc un jeune, une solution, c'est ça. Moi, je suis allé voir concrètement ce que c'était. Je suis allé voir les job dating liés aux jeunes et solutions. Et tout ce que j'ai vu offert aux jeunes étaient des emplois précaires, absolument pas pérennes et, entre nous, pas très sexy. Donc là aussi, pas très sexy, pourquoi? Pas très sexy parce que quand on vous propose d'être vigile à mi-temps sur 2 ou 3 mois, c'est ni un emploi pérenne, c'est pas une formation, ça peut vous remettre le pied à l'étrier, mais c'est aussi vous emmener vers une part de précarité. Donc voilà pourquoi j'emploie ce terme. Et puis c'est discréditer aussi un peu le rôle finalement de l'enseignement et de se dire on forme des jeunes qui vont être actifs dans une vie qu'ils auront décidée et choisie, dans des secteurs qui leur plaisent, et non pas des emplois qui finalement qui sont des emplois qu'on prend parce qu'on n'a pas le choix. Et donc là, vous êtes en train de parler du problème de l'orientation, oui. Que ce soit l'orientation jeune, mais de notre orientation tout au long de notre vie. Il y a un vrai problème d'orientation et il va falloir donner un peu le goût, l'appétence vers les métiers. Ce pays a un vrai souci lié à la tertiarisation et on en a déjà parlé ensemble. On ne forme plus que dans les écoles de commerce et les étudiants qui passent par le lycée général et technologique rêvent des écoles de commerce et donc elles sont nées partout. La plupart, on ne connaît même pas d'où elles sortent, mais elles forment à des bachelors, des MBA. Finalement, on va avoir des managers partout qui vont se manager eux-mêmes parce qu'on manque d'ingénieurs, d'employés qualifiés, d'assistants, d'ouvriers. Et donc ce pays, s'il veut se réindustrialiser à un moment donné, il va falloir avoir les salariés qualifiés dont les entreprises ont besoin pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Donc on n'est pas que sur un temps court, on est sur un temps long. Et c'est vrai que l'orientation, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème pour la jeunesse. Donc il faut s'y atteler, je pense, dès le collège, très tôt, non pas comme une orientation qui définirait immédiatement la voie du jeune, mais de lui faire découvrir aussi d'autres possibilités. Mais oui, mais alors est-ce qu'on n'aurait pas à travailler peut-être sur l'idée justement de ce lycée pro ou technique qui a cette image des élèves qui n'étaient pas forcément très bons, qui ne voulaient pas travailler, etc., qui est complètement fausse, on le sait tous les trois, mais même ceux qui nous regardent le savent. Donc est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi à travailler cette image-là, à changer peut-être le nom, à changer et à faire une communication réelle pour ce que vous dites exactement, se dire à un moment, ce sont les secteurs aussi qui vont engager, les secteurs dont on a besoin, et rien de plus beau que l'artisanat, que celui qui va faire naître tous les métiers magnifiques. Ce qui est très important, je pense, c'est de rappeler la place des établissements scolaires. Parce qu'on est quand même à un moment, effectivement, où on pourrait être en concurrence avec certaines branches professionnelles ou certaines officines un peu privées qui feraient penser que les lycées professionnels, les lycées technologiques, enfin les LGT ou les lycées polyvalents, sont vraiment des endroits où, effectivement, on forme tout d'abord un jeune citoyen et surtout, on accompagne vraiment pour des futurs métiers, pour des futures professions et surtout pour pouvoir continuer après. Donc vraiment, je pense que c'est le moment de vraiment réaffirmer cette place. Maintenant, des dispositifs, comme on parlait tout à l'heure, qui sont des dispositifs qui répondent peut-être ou à des appels d'offres ou à des commandes extrêmement précises, ça a toujours existé. Je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment sur le long terme et sur la continuité et vraiment sur l'image de cette voie professionnelle. On a eu la transformation de la voie professionnelle. Nous, on aimerait bien qu'on fasse un bilan, qu'on fasse une pause pour bien réfléchir à tout ce qu'on a fait. Il y a des choses qui sont utiles. Je crois qu'aujourd'hui, le chef-d'œuvre, mon interlocuteur en a parlé tout à l'heure, effectivement, on ne se pose plus la question. On l'a mis en place. Je pense qu'il faut qu'on fasse un bilan d'étape et qu'on se dise vraiment, voilà, on va continuer, on va construire, mais c'est important de prendre ce temps de pause et surtout de travailler sur l'image des lycées professionnels. Oui, mais enfin, le temps de pause, d'accord, mais vous savez qu'il y a 5 ans pour réformer, vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau ministre de l'Éducation qui vient d'être nommé, Pape Ndiaye pour ne pas le citer. Est-ce que vous pensez que justement, après la réforme qui a été faite par M. Blanquer, la réforme par M. Ndiaye va justement aller vers justement cette image, cette voie des lycées professionnels? Ce qu'il faut à tout prix, c'est qu'on se souvienne qu'on a réformé pendant 5 ans,
qu'on a... Mais on ne fait que ça de réformer en France. Que pour certains, dans tous les plans. Que pour certains, on était à marche forcée. Je pense que la voie professionnelle, c'est vraiment adapté, a suivi, a travaillé. Donc maintenant, c'est important de savoir justement où on doit aller. Et je le redis, il faut à tout prix qu'on pose la place des lycées pro, des établissements éducation nationale. Une réaction par rapport à la nomination de Pape Ndiaye? Est-ce que vous êtes positif à l'égard de ce qu'il va proposer pendant ces 5 prochaines années? Alors, je suis toujours positif tant que les actions n'ont pas été posées. Donc, bienvenue à Pape Ndiaye. Et puis, on va regarder point par point ses positions. Comment il va porter les propositions du candidat Macron redevenu président de la République. Moi, j'attends de voir. La vraie question, vous parliez tout à l'heure des métiers de l'artisanat. Oui. Les grands groupes, on regarde souvent dans l'actualité la politique économique, sociale des grands groupes, parce que c'est vrai, ils sont un baromètre pour notre pays. Mais le premier employeur, c'est l'artisanat et les commerçants. Et donc il faut qu'on y veille, il faut qu'on les regarde, mais c'est aussi les premiers employeurs qui vont être source d'emploi pour nos élèves à nous. Donc on va voir, à un moment donné, si on ne veut pas que le lycée professionnel soit le lycée de la relégation, il va falloir donner un sens, bien sûr, au métier, mais à tout le monde. Vous ne pouvez pas destiner uniquement à une orientation liée au métier pour les élèves qui sont les plus en difficulté. La question, elle va se poser au collège. Comment on donne, alors ça c'est notre position, comment on donne déjà une initiation à l'économie locale, aux entreprises, comment on connaît les métiers pour tous les élèves et non pas destiné à un type d'élève. Et après, l'orientation, elle se fera plus facilement en fonction de l'appétence des jeunes. Mais c'est vrai que chez nous, il y a de très forts talents diplômés. Il n'y a pratiquement que ça d'ailleurs. Alors, il n'y a pas que ça, c'est comme partout. Mais non, mais c'est comme partout. Je veux dire, il n'y a pas plus mais il y a aussi, en général qu'en professionnel ou technique. De l'emploi rémunéré, parfois bien mieux rémunéré qu'un prof. Il suffit de regarder les artisans plombiers. Et là, je vous assure que ça va être le cas. On espère qu'il va y avoir d'ailleurs une revalorisation du salaire des professeurs. Nous aussi, on l'espère. Évidemment. Merci à tous les deux. Pardon de vous couper, mais vous savez, j'aimerais discuter longtemps avec vous, mais le temps est imparti ici. Donc voilà. Olivier Beaufrère, je rappelle que vous êtes proviseur et secrétaire national du SNPDEN UNSA. N'est-ce pas? Le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et merci à Pascal Vivier d'avoir été également avec nous, secrétaire général du SNETA-FO, c'est beaucoup plus facile à dire, hein. Pardon, mais syndicat des professeurs de lycées professionnels. Et vive les lycées pro. Allez, on se retrouve juste après la pub. Merci. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes avec Christine Ouvrard. Bonjour Christine. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous. On est ravis. Merci d'être avec nous, Christine. Vous êtes professeure d'anglais. Vous donnez des cours de particulier d'anglais pour les élèves dyslexiques et multidys. Et vous avez créé une méthode totalement innovante pour les aider à apprendre l'anglais. Mais attention, pas que. Précisément la grammaire en anglais. Et ça, c'est ingénieux. Quel est votre secret, Christine? Racontez-nous. Mon secret, je pense que c'est d'avoir voulu trouver les bonnes solutions pour aider les gens dyslexiques. C'est-à-dire que je me suis rendu compte lors de mes cours qu'ils avaient besoin de choses très visuelles en fait pour pouvoir comprendre, et que dans un cadre scolaire classique, on est quand même plutôt basé sur l'écrit et un petit peu sur l'oral aussi, c'est vrai, mais il n'y a pas grand-chose sur le visuel. Et ces personnes-là, s'il n'y a pas de choses visuelles, elles n'ont pas de sens, si vous voulez, ou alors c'est beaucoup plus difficile pour elles. Donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose pour aider ces jeunes et pour qu'ils puissent enfin comprendre cette grammaire, parce que malheureusement, s'il n'y a pas de grammaire, c'est compliqué pour former ces phrases correctement, c'est compliqué pour trouver les temps, quel temps je mets, est-ce que je mets un présent simple, est-ce que je mets un présent ambi-plussing, est-ce que je mets un prétérit, etc. Donc cette technique fonctionne très bien chez les personnes dyslexiques, puisque enfin il y a une porte d'entrée qui s'est ouverte et elles peuvent comprendre cette grammaire différemment. Donc c'est vrai que c'est un cours qui est un peu spécial, c'est vrai. Alors Christine, pour bien qu'on comprenne, par rapport à une méthode classique d'apprentissage de l'anglais, qu'est-ce qui diffère justement avec celle que vous avez créée avec Logic Kids? Racontez-moi.
Alors, ce qui se passe, c'est que dans une grammaire classique, par exemple, on va vous expliquer les règles avec des mots abstraits. Donc, par exemple, si je reviens sur mon exemple du à présent simple, on va leur dire, par exemple, ben voilà, pour former un présent simple, dans les formes affirmatives, tu vas avoir un sujet, un verbe, et quand le sujet est he, she, it, il faudra mettre un s au bout de ton verbe. Quand c'est une forme négative, eh bien, tu vas avoir un sujet, plus l'auxiliaire do ou does, selon ton sujet, plus not, plus une base verbale. Et en fait, ce sont ces termes-là abstraits, c'est-à-dire le mot auxiliaire ou le mot base verbale, que l'élève dyslexique ne comprend pas. Donc ça va se mélanger dans la tête, ça va créer une forme de confusion et l'élève va être complètement perdu. Alors moi, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai créé donc mon livre avec une histoire qui se tient du début à la fin, c'est-à-dire que tout se passe sur une planète qui s'appelle Planète Logique 10, donc on retrouve les mêmes personnages du début à la fin du livre. Et pour le présent simple, pour rester sur mon exemple, eh bien, par exemple, do ou does va être transformé en un seigneur. C'est un seigneur qui va gérer un village dans lequel on va avoir des paysans. Les paysans, ça va être la base verbale. Ouais. Et donc là, on va tout de suite comprendre, effectivement, ça va être beaucoup plus facile. Donc notre seigneur do, il gère les villages 365 jours sur 365. Et quand il y a un problème, eh bien, quand c'est une forme où on dit non, une forme où on pose une question, eh bien, il va être là pour régler les problèmes ou pour répondre aux questions. Et ça, l'élève, il va bien le comprendre. Et la base verbale de mon paysan, c'est un paysan qui est en vêtements des champs. Pourquoi? Vêtements des champs, vêtements basiques, base verbale. D'accord, donc en fait, le fait de raconter une histoire, tout d'un coup, il visualise complètement une situation. Effectivement, le côté abstrait de la grammaire, d'ailleurs pour le français ou pour n'importe quelle langue, on peut très bien l'imaginer, est très présent. Et notamment lorsqu'on rencontre, effectivement, pour les enfants différents, dits différents, qui ont des problèmes de 10, ils visualisent et ils assimilent du coup l'histoire, c'est ça, alors en l'occurrence là, au does ou does not, c'est ça? Si je comprends bien. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que chaque règle grammaticale est expliquée par des personnages qui viennent se cacher derrière les mots abstraits, en fait, si vous voulez, et qui expliquent la règle grammaticale. Mais du coup, cette règle grammaticale, elle va vraiment être visualisée par l'élève. Du coup, vu que c'est visualisé, ça lui donne du sens. Si ça lui donne du sens, il va automatiquement comprendre. S'il comprend, il va pouvoir mémoriser. Sinon, il ne mémorise pas, bien évidemment. Et pour en revenir à cette histoire sur... Pardon de vous couper. Vous avez vu des progrès absolument prodigieux grâce à votre méthode pour beaucoup d'enfants? Exactement. Donc moi, c'est une technique que je manie déjà depuis 2010. Donc je le fais tous les jours. J'ai 7 à 8 élèves dyslexiques par jour. Je travaille 6 jours sur 7. Donc vous voyez toute l'expérience que je peux avoir. Et j'ai des très très bons retours, c'est-à-dire que j'ai même certains élèves qui ne voulaient plus entendre parler de l'anglais du tout et qui maintenant sont presque aussi bons que moi en anglais. J'ai certains élèves qui m'ont dit mais comment tu as fait pour trouver cette technique, parce que j'aurais tellement aimé l'utiliser dans ma classe. D'ailleurs, ça peut être utilisé dans le cadre d'une classe, on peut en faire plein de choses de tout ça. Oui, alors en fait c'est ça, maintenant vous pouvez proposer finalement la méthode Logique 10 à d'autres enseignants qui sont dans votre cas aussi. Exactement. Exactement, de toute façon c'est ça, et c'est la raison pour laquelle je suis maintenant partie sur une certification Calliope pour pouvoir devenir formateur de formateurs et pour pouvoir proposer cette formation professionnelle à toute personne qui souhaiterait l'utiliser. Que l'on soit professeur dans un collège, dans un lycée, que l'on souhaite aider des jeunes dyslexiques comme moi, enfin toute personne souhaitant effectivement avoir cette méthode dans son cadre professionnel. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer également pour d'autres langues, Christine? Alors, oui, certainement. Mais alors, il faudrait certainement aussi changer tous les personnages, mais ça, c'est faisable. Pour ne rien vous cacher, on est dans les confidences aujourd'hui, je commence à essayer quelque chose aussi pour la grammaire française. Je ne vais pas tout dévoiler, mais ça se passera dans une ferme.
Et il y a énormément de choses. Donc, j'ai déjà quelques élèves qui sont mes cobayes, si j'ose dire, et qui trouvent que c'est absolument génial. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, c'est transformer des termes abstraits qu'ils ne comprennent pas par des images, par une histoire. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Dans mon histoire, il y a le visuel, mais il y a le visuel qui est représenté aussi sous forme de cartes ludiques. Et ça, pour moi, c'est important parce que les élèves dyslexiques ont souvent aussi besoin de manipuler. Oui, parce que Et grâce à ça, ils vont pouvoir manipuler. Et c'est là où je vais me rendre compte s'ils ont bien compris mon histoire. C'est-à-dire que tous les personnages de l'histoire sont représentés dans des cartes. Donc, il y a 50 cartes en tout. Et quand l'élève a vraiment bien compris l'histoire, je vais lui demander d'aller mettre, je vais lui dire par exemple, voilà, est-ce que tu pourrais traduire je bois du lait tous les jours, mettons. Et je vais lui demander de me le traduire uniquement avec les cartes dans un premier temps. S'il me met les cartes dans le bon ordre et qu'il me choisit les bons personnages, je vais lui demander ensuite de mettre du son sur ces cartes. oui. Donc, c'est extrêmement progressif. C'est-à-dire c'est une méthode qu'on ne fait pas comme ça au hasard ou au petit bonheur la chance. Il y a une technique, il y a une méthode, il faut appliquer cette méthode. Et une fois qu'on a appliqué cette méthode, on est capable de retenir effectivement ce que l'on a appris. Et chaque chapitre correspond à une règle grammaticale. Donc, c'est très, très précis. Oui, très précis, effectivement. Et vous soulignez le côté méthode, méthodique, d'autant plus avec des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, je l'imagine. C'est aussi rassurant pour eux, non? C'est ça. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de leur dire, tu vois, tu peux y arriver. Parce que souvent, on leur dit oui, mais ça ne sert à rien, de toute façon, tu ne comprendras pas, ou on laisse tomber. Là, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que je lui montre qu'en fait, tout est question de pédagogie et qu'on peut apprendre, on peut toujours apprendre. Simplement, il faut savoir comment s'y prendre pour apprendre, quelle est la technique, comment fonctionne l'autre pour s'adapter à l'autre. En fait, ce que je demande, c'est que je ne veux pas, si vous voulez, que ce soit l'élève qui s'adapte à moi en tant que prof, je veux que ce soit moi qui m'adapte à chaque élève. Et chaque élève est effectivement différent, mais cette technique-là peut être utilisée pour beaucoup d'élèves dyslexiques. Il y a les dyslexiques dysorthographiques, multidys, etc. Et ça marche très, très bien. Alors, Voilà. vous avez commencé en fait votre carrière en tant qu'enseignante, c'est ça, mais en donnant des cours particuliers. C'est bien ça, Catherine Ouvrard? Alors, moi, je suis en temps. Alors, en fait, oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je suis installée donc, depuis janvier 2010, Oui. donc 12 ans. Avant cela, j'ai fait des remplacements de professeur d'anglais pendant une année uniquement, parce qu'avant ça, j'ai encore eu une autre vie. Oui. Et pendant cette année, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants qui étaient laissés sur le bord de la route. Et comme c'est pas trop mon style d'aller laisser des personnes sur le bord de la route, je me suis dit, mais il faut absolument faire quelque chose pour ces enfants et qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et c'est la raison pour laquelle je me suis mise à mon compte. Et en fait, ce sont mes élèves qui m'ont demandé de faire le livre. C'est-à-dire, quand ils ont vu que ça fonctionnait, ils m'ont dit, mais il faut que tu en fasses un livre pour que ce soit connu. Il faut absolument que ça aide plein d'autres enfants. Ça ne peut pas rester que dans notre petite Charente à nous, là. Il faut que tu aides des enfants. Et ils m'ont tellement poussé, ils ont tellement été mignons que je leur ai dit, mais oui, je vais le faire. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Vous êtes où en Charente, Christine Ouvrard? Comment? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Où êtes-vous en Charente exactement? Près d'Angoulême, près d'Angoulême. Je suis juste à côté d'Angoulême. Formidable. Donc, vous allez avoir 200 000 appels demain matin de toute la région d'Angoulême pour vous dire, please, aidez-nous. Parce qu'en fait, 10 ou pas 10, vous pouvez aider en fait tous les enfants qui veulent apprendre l'anglais finalement aussi avec cette méthode. Finalement, c'est ouvert à tous les enfants qui ont besoin d'aide pour pouvoir visualiser au mieux les méthodes d'apprentissage de la grammaire précisément en anglais et bientôt en français. Exactement. Exactement. Parce que c'est vrai que tout ce côté image, ça existe pour apprendre du vocabulaire, par exemple. Mais ça n'existe pas pour la grammaire. Je crois que je suis la seule au monde, sans être prétentieuse, je suis la seule au monde à le faire. Soyez-le. Juste la dernière question, une application à venir peut-être aussi, parce que finalement, on a peut-être envie d'avoir le reste qui suit sur tablette, sur écran, sur téléphone, pour pouvoir continuer aussi à la maison avec les parents? Oui, alors effectivement, ça c'est une méthode qui peut être déclinée de plusieurs façons. Il y a donc numérique, BD, forme théâtrale, on peut en faire énormément de choses.
Je n'attends plus, honnêtement, qu'il y ait quelqu'un qui prenne contact avec moi pour faire du numérique. Ça, voilà. Eh ben, Donc, écoutez, l'appel est à lancer. voilà, Voilà. l'appel est Si c'est lancé, quelque c'est chose fait. qui vous tente, l'appel est lancé. Je suis preneuse. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, Christine Ouvrard. Bravo pour votre engagement et ce que vous faites pour Merci à les vous. enfants 10. Et donc, longue vie à Logique 10. Merci d'avoir été avec nous sur le Grand Merci. JT. Merci. Comme chaque vendredi, eh bien, on donne la parole justement aux enfants. Ce vendredi, on leur a demandé s'ils avaient prévu des cadeaux pour la fête des mères. Regardez. Joyeuse fête des mères, maman, je t'aime de tout mon cœur. Bisous. Ma maman, c'est la meilleure du monde, la plus belle et la plus brillante. Maman, c'est ma copine. Joyeuse fête des mères, maman, je t'aime de tout mon cœur. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et pour la fête des mères, je lui ai fait un dessin pour dire que je l'aime par-dessus tout. Une trousse avec des dessins dessus et un dessin. Je t'aime. Fête maman chérie, t'es la plus belle et je t'aime juste à l'arc-en-ciel. Je t'aime maman. Maman, je t'aime. En secret. Merci à vous tous d'avoir répondu, vous êtes trop mignons. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souviens d'écolier. C'est Mickaël Jérémias qui a répondu à ces questions. Regardez. Si vous le voulez bien, on va se pencher sur l'école d'aujourd'hui. Ouais. Bon, vous y êtes depuis un petit moment. Mais j'y vais beaucoup dans les écoles aujourd'hui. J'échange beaucoup avec notre jeunesse, notamment sur les questions de handicap, de diversité, d'inclusion. Donc je suis quand même très connecté. En France ? Ouais, en France. Parce que vous avez un enfant, mais il est scolarisé à Londres. Il est scolarisé à Londres, donc ça me permet aussi de Pourquoi ? voir parce qu'en fait ma femme est anglaise et après 9 ans à Paris, elle m'avait dit qu'elle voudrait quand même un jour rentrer chez elle à Londres avec sa famille et ses amis. Donc on s'installe depuis 3 ans, donc notre petit a été à la crèche en France et maintenant D'accord. il est au primaire en Angleterre. Mais bon, moi je voyage entre Paris et Londres toute l'année pour le boulot. Et là, votre rôle dans l'école aujourd'hui, c'est quoi alors ? En fait, j'ai pas un rôle officiel. Simplement, nous, en tant que sportifs de haut niveau, on est souvent sollicités. Ah oui, pour intervenir. Pour intervenir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire parce que j'estime que si on veut changer la société, c'est pas avec des gens comme vous et moi. Pour nous, c'est trop tard. Quand je dis c'est trop tard, si demain je veux vous sensibiliser à la question du handicap, de la diversité, je vais y arriver, mais beaucoup plus difficilement que quelqu'un qui a 4-5 ans. Parce que ça fait... alors, vous avez quoi, une vingtaine d'années ? Tout à fait. On est bien d'accord. et donc, en fait, ça fait depuis votre naissance que vous êtes formaté, conditionné par la société sur ces... Non, mais comme tout le monde, sur ces questions-là, on n'est pas... Non, parce qu'en fait, ils sont en train de me dire, t'es qu'une mytho. T'as pas 20 ans. J'ai 34 ans, tout va bien. Moi, je vous connais, je sais que vous n'avez pas 34 ans. Non, mais pour le coup, on est formaté et on est conditionné par la société. Moi, avant mon accident, le handicap, c'était le Téléthon. Je ne connaissais que le Téléthon. Ok. J'avais jamais vu d'enfant handicapé à l'école, j'avais jamais vu d'handicapé. Après, maintenant, les générations d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus ouverts et informés que les autres générations. Je suis d'accord, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'inclusion dans l'école de la République dès le plus jeune âge, ça reste encore un problème pour des milliers et des milliers d'enfants handicapés. L'accès à la société, l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès à l'emploi. C'est plutôt ça qui doit s'adapter plus que l'évolution des jeunes générations. Sauf que si on explique aux jeunes générations, aux enfants, si depuis le plus jeune âge, ils évoluent à l'école ensemble, que vous allez à l'école avec des enfants qui sont handicapés, peu importe leur handicap, avec des enfants qui ne sont pas tous blancs, avec des enfants qui ne sont pas que des garçons. L'école mixte, ça ne date pas de 500 ans. Je veux dire, mon école, il y a marqué école de filles ou école de garçons, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et donc aujourd'hui, justement, cette mixité, cette diversité, c'est ce qui fait que 20 ans plus tard, quand ces gamins-là deviennent des adultes, c'est plus jamais un problème pour eux de travailler ou de sortir ou de faire la fête ou de loger. C'est ça votre rôle? Moi, c'est mon combat. Ouais, moi, en tout cas, pour moi, si je devais avoir des responsabilités politiques un jour, c'est sur ça que je travaillerais ma priorité. Changer la société, c'est en en partant de zéro avec une nouvelle génération. Est-ce que vous seriez tenté d'avoir des responsabilités politiques? Non, mais j'en parle parce que là, il vient d'y avoir l'annonce du nouveau gouvernement, parce que j'ai déjà été sollicité politiquement, parce que je suis, moi, politisé, pas encarté, mais politisé depuis que je suis assez jeune, avec mes parents, avec mes frères. Donc oui, à un moment, vous posez la question, mais la responsabilité politique, c'est pas uniquement d'être un maire, un ministre, un conseiller ou un élu. La responsabilité politique, c'est ce qu'on fait au quotidien, ce que je fais à travers moi, mes différentes activités, c'est un engagement citoyen et politique. Et l'étape d'après? Non, pas aujourd'hui.
Moi, j'ai fait le choix d'être entrepreneur, j'ai fait le choix aussi de passer du temps quand même avec ma femme et mon fils. C'est une vie de sacrifice. Genre, on aime bien critiquer, et à juste titre un certain nombre de fois, les politiques, mais la seule chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est le temps. C'est le temps. Aujourd'hui, il n'y en a pas un dont j'envie l'emploi du temps, et c'est justement cette notion de sacrifice. Moi, je veux pouvoir, de manière très libre, aller toucher un peu à tout pour changer la société à mon petit niveau. On a dit votre enfant est scolarisé à Londres. Ouais. Une différence entre le système éducatif français et anglais? Là, à cet âge-là, je ne peux pas faire une énorme différence. Moi, je ne me souviens pas très bien de ce qui se passait. Il a 6 ans, donc c'est encore petit. C'est très mobile. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assis dans une classe de 30 toute la journée. Alors après, c'est peut-être pas exactement comme ça à mon époque non plus, mais en tout cas, voilà, il se passe beaucoup d'activités dans des lieux différents. Alors là, avec le Covid, un peu ralenti ça, mais de partage avec les autres classes. C'est assez dynamique comme enseignement, je trouve. Après, je pourrais pas vous dire. Je vous en reparlerai quand il sera adolescent et on verra s'il revient en chialant en disant les maths c'est trop dur, j'y arrive pas. Voilà. Ok, rendez-vous dans 6 ans. Exactement. Alors l'école de demain, pour vous, elle doit ressembler à quoi? C'est une école plus représentative de ce qu'est notre société. Donc, je reviens sur ce que je disais, c'est sur cette notion de mixité. Moi, je veux que les écoles de la République soient une juste représentation de ce qu'est la France, dans toute sa diversité. Pas uniquement sa diversité de couleurs, mais sa diversité sociale, sa diversité de sexe. Je veux je veux pas de ghetto dans l'école. Je veux que tout le monde puisse évoluer ensemble. Ça, pour moi, c'est le premier critère. Et ensuite, je voudrais, moi, une école, alors peut-être plus tard, mais une école et des formations qui soient beaucoup plus en lien avec la réalité du monde dans lequel on vit. Dans le choix des filières, dans la manière de l'enseigner, dans le choix de l'enfant. Vous trouvez que c'est trop généraliste? C'est trop généraliste. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des matières et des sujets de société, on parlait de l'écologie tout à l'heure, sur lesquels il devrait y avoir je suis sûr qu'il y a plein de vocations. Des nouvelles matières, en fait. Des nouvelles matières beaucoup plus adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Et puis ça, par contre, je le sais sur le modèle anglais, parce que ma femme l'a vécu, on implique beaucoup plus précocement l'enfant dans son parcours scolaire, dans ses choix. Alors nous, on a tendance à dire en France... Ils sont pas matures. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Mais en fait, on a tout intérêt à écouter ce que l'enfant a envie de dire. On ne dit pas qu'à 13 ans ou qu'à 14 ans, vous êtes capable de choisir votre futur métier, mais vous avez déjà des envies, vous avez déjà des idées, vous avez déjà des passions, vous avez déjà des colères. La nouvelle génération, sur l'urgence climatique, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et moi, j'aurais aimé, à un moment, qu'on soit capable de me poser les questions pour peut-être faire d'autres choix et ne pas avoir la boule au ventre parce que j'étais pas bon en mathématiques, par exemple. C'est tout bon, on a tout noté pour l'école de demain. Parfait. Et c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci, Malika. On se retrouve la semaine prochaine. Mais avant cela, c'est l'heure du Zap. Les règles du jeu du concours moteur, ce sont les mêmes depuis ces 6 dernières années. Ouvert pour tous les jeunes de 14 à 22 ans. Il faut rendre hommage en vidéo en 1 minute 30 top chrono à une personne qui les inspire ou qui leur donne de se projeter dans l'avenir avec confiance. Vous avez choisi, Calypso et Warren, de mettre quelle personnalité inspirante en avant cette année? Personnellement, j'ai fait le choix du rappeur Tyler, the Creator, qui est un rappeur américain assez connu dans le monde. Et il m'inspirait personnellement parce que c'est une personne assez créative et qui n'a pas peur d'être elle-même, ce qui peut être compliqué pour nous à notre âge, donc moi à 18 ans. Et il y a toute tranche d'âge ici, donc ça part de 14 ans donc à 22 ans, voire plus. Et c'est une période durant laquelle c'est peut-être dur de s'accepter et de s'assumer. Et je trouvais que Tyler, the Creator était inspirant en ce sens-là. Et Calypso, quelle est la personnalité inspirante que vous avez proposée justement pour candidater à ce concours? Moi, j'ai décidé de faire sur les femmes en général, parce qu'il y a plein de femmes très très inspirantes qui ont été oubliées dans l'histoire. Donc c'est plus la représentation des femmes dans la société, dans l'art et à l'école aussi qu'on peut avoir. Voilà. Vous avez été pharmacienne, il y a aussi un enjeu de santé publique derrière tout ça. C'est pas seulement l'épuisement de la planète, l'épuisement des ressources. Oui, totalement. Déjà, mieux comprendre ce qu'on consomme par rapport à des produits, je parle de l'alimentation par exemple, des produits qui sont bruts par rapport à des produits qui ont été plus élaborés, comme on dit. Déjà, on commence à comprendre un petit peu tous les problèmes que l'on a. On est loin de les connaître tous.
Mais c'est clair qu'il y a effectivement un enjeu de ce public à mieux comprendre. Alors, je n'ai peut-être pas la prétention de dire que je l'explique tout dans ce tout petit guide, mais au moins de sensibiliser les jeunes à se poser des questions. Je ne dis pas que vous expliquez tout, mais en tout cas, vous tirez plein de fiches. Je trouve ça très réussi de ce point de vue-là, d'ailleurs. J'aimerais qu'on revienne aussi sur le fait qu'il n'y ait pas cours l'après-midi. Ça fait rêver aussi beaucoup de Français, honnêtement. Comment ça se passe? Il y a de la place pour du sport, pour des activités comme culturelles, le théâtre, etc. Comment ça se passe? Comment vous organisez vos journées lorsqu'on est enfant en Allemagne? Alors après, ça dépend aussi de région en région. Je pense qu'il y a des régions qui ont plus un système... comme la France, voilà, avec cours toute la journée. Exactement, ou en tout cas jusqu'à 15h. Mais moi, en tout cas, c'est à l'école primaire ou même en collège. C'était vraiment, j'avais du temps libre à partir de 13h, 13h30. Et donc, on prend plus un petit sandwich pour manger le matin pour tenir jusqu'à 13h, 13h30. Et après, je rentrais. J'avais la chance d'avoir ma mère à la maison. Mais donc, justement, parce que ce rythme, il est un peu inégalitaire pour les enfants qui sont issus de milieux défavorisés, Absolument. qui n'ont pas la chance de faire des activités l'après-midi ou d'avoir des parents disponibles pour eux. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est ça, absolument. Donc, dans ce cas... et souvent, il y a aussi une garderie d'enfants de l'après-midi qui est mis en place, mais après, ça reste beaucoup aussi un sujet de grands-parents qui gardent les enfants les après-midi, l'après-midi, tout ça. Assal, vous êtes d'accord avec ça? Comment vous avez vécu, vous, les mercredis, j'allais dire le mercredi, mais parce qu'en France, c'est le mercredi. Oui. Mais là, c'est toute la semaine, les après-midi, vous faisiez du sport. Qu'est-ce que vous faisiez après les cours? Alors, ça dépend aussi vraiment de ce que la famille peut se permettre. Si les parents ils travaillent, il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir payer pour des cours de sport, cours de musique, classe de musique. Il faut vraiment gérer le temps libre pour s'occuper, pour bien s'occuper. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être quelqu'un qui n'avait pas besoin de motivation, mais qui faisait ses études, ses devoirs. Et puis, j'allais voir mes copines, mes amis, où je restais seulement à la maison à lire des livres. Mais effectivement, c'est un vrai sujet ici en Allemagne et que chacun le gère un peu de sa propre façon. Et ça a un très, très grand impact aussi sur la vie des jeunes, parce qu'ils risquent aussi de passer ce temps libre avec des choses moins bien, disons, pour leur propre avenir. Le premier, c'est celui-là qu'on a créé en début d'année dernière, fin d'année, je veux dire. Donc, c'était pour s'asseoir. C'était le tout premier prototype. Donc, après, on a celui-là. On a enchaîné sur celui-là. Alors, qui est pour ceux qui ont des plâtres et des béquilles. Donc là, ils peuvent poser la jambe. Et en haut, ils peuvent poser les béquilles sur le pose-béquille. Juste ceci. Et les guidons qui ne tenaient pas. On a fait un autre un peu mieux cette fois-ci. Il est ici, avec un guidon qui tient sur deux tiges en métal. On a soit pour s'asseoir aussi, un peu plus confortable et avec du métal, puisqu'avant c'était fait avec une imprimante 3D. Et les pièces craquées, cassées. Et après, le tout dernier prototype de l'e-sport, c'est celui-là, le pliable, tout terrain. Parce que Mathilde devait partir en Italie cette année et visiter Pompéi, tout ça, comme c'était beaucoup de marches sur des pavés, on l'avait créé pour le voyage. Bravo, bravo. On voit ce prototypage, cette idéation qui a été menée au fur et à mesure des étapes du projet. Et puis surtout, c'est intéressant, Claudine, parce que ça nous montre bien qu'en fonction des problématiques auxquelles sont confrontés ces collégiens et ces lycéens, il y a toujours une solution à débloquer. Absolument. Et ils font preuve d'une imagination absolument extraordinaire. Parce que là, on ne l'a pas vu, mais il y a la station solaire aussi. C'est-à-dire que l'Ulysse Board peut se recharger avec des panneaux solaires, donc qui c'est juste derrière eux aussi. Donc c'est quand même assez ingénieux. Puis ils sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent vraiment dans la vie de l'école. Et alors, ils ont posé devant l'Ulysse des petits balais qui sont formés comme ça en forme de râteau. Et donc, ils vont balayer la cour de l'école avec. C'est l'initiative citoyenne des Ulyssiens, la contribution citoyenne. Vous avez une vie d'auteur jeunesse, vous avez publié plein de bouquins, mais sinon vous êtes pharmacienne. Exactement, oui. Je publie des livres en jeunesse et aussi en adulte depuis une vingtaine d'années. Voilà. Et je suis pharmacienne depuis, alors là, beaucoup plus longtemps. Et j'ai surtout travaillé en industrie pharmaceutique, mais également en officine. Qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire et qu'est-ce qui vous donne, nous concernant, envie d'écrire pour les enfants ?
Alors, je crois que ce qui m'a donné envie d'écrire, c'était de l'évasion, qui effectivement me permettait de me changer de mon métier de tous les jours, qui est passionnant, mais qui parfois était lourd à porter. Et puis aussi de transmettre. Je suis une raconteuse d'histoire, et c'est pour ça que je me suis beaucoup adressée à la jeunesse, parce que c'était mon premier public, un public que je trouve absolument extraordinaire. Et donc, voilà, ça a donné des livres pour la jeunesse. Il y a aussi ce fameux choix à l'âge de 10 ans. Il y a 4, c'est ça, filières possibles. Ça nous paraît assez dingue, nous, en France, parce que souvent, déjà à 16-17 ans, on ne sait pas, ou 18 ans même, on ne sait même pas quoi faire de notre vie. À 10 ans, comment est-ce que ça fonctionne? En Allemagne, on dit, voilà, tel élève va faire plutôt telle filière. C'est très jeune, quand même. Oui, c'est très jeune. Après, il faut... Enfin, moi aussi, je trouve ça toujours cruel de faire ce choix à cet âge-là, parce que la plupart du temps, ça dépend des parents, en fait. Oui, même c'est si les parents l'élève qui n'est pas décident. très bon à l'école, il va quand même au gymnasium pour s'il y a des parents derrière qui forcent Qui un peu, insistent, ouais. qui insistent, voilà, c'est ça. Et mais il faut relativiser parce que ce système, il est selon les régions assez souple. C'est-à-dire que mon frère qui a fait Realschule, il est allé après au gymnasium pour pouvoir faire des études après. Donc il a fait son bac après avec 1 an de plus que les autres. Et donc ça reste possible aussi. Ça reste possible de changer de filière si jamais on est mal orienté, entre guillemets. Assal, quel est votre sentiment? Vous avez aussi remarqué autour de vous peut-être des copains, camarades à vous à l'époque qui ont peut-être été mal orientés. Comment ça se passe? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire avant avec les comparaisons qui commençaient après. Parce qu'avant, on était des amis, on était tous pareils. Et après, il y avait cette différence en fait entre des niveaux scolaires. Donc du coup, comme déjà dit, il y a aussi des parents qui ont insisté que leurs enfants joignent les meilleures écoles, soi-disant les meilleures écoles. Alors que peut-être le niveau d'éducation de leurs enfants n'était pas à ce niveau-là. Donc du coup, la comparaison a commencé là, que les élèves, il y a des élèves qui ont beaucoup de pression en fait pour pouvoir faire des études dans un niveau qui n'est pas vraiment bien pour eux, disons. Donc, c'était mon expérience. Après, c'est vrai que c'est assez souple. Ces élèves-là, ils peuvent après changer et aller dans les écoles qui sont plutôt bien pour leur niveau scolaire, disons. Mais ça met aussi beaucoup de pression sur des jeunes, je trouve. Voilà pour le Zap. Merci, c'est la fin de ce grand JT. Vous pouvez nous retrouver sur schooltv.com, canal 247 sur les Freebox, ainsi sur les réseaux sociaux, bien sûr, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et puis, merci beaucoup à toute l'équipe de School TV, notamment Emma Guessel et Agathe Delannoy. Ciao.